C'est commencé? C'est commencé. OK. Je couperai ce petit bout-là dans mon montage. OK. Donc, bonjour Valérie, bonjour Gabrielle. Bonjour. Valérie, orthopédagogue. Ce soir, on fait une période de questions et d'échanges avec toi sur le développement langagier, comment accompagner son enfant dans son développement langagier. Petite note à tous ceux qui vont réécouter l'enregistrement. Valérie est orthopédagogue, mais ce n'est pas une spécialiste de la neurofibromatose. Donc, elle peut répondre à vos questions en lien avec l'orthopédagogie et la stimulation du langage, mais pas nécessairement spécifiquement par rapport à la neurofibromatose. Donc, voilà, c'était mon petit avertissement du début. Val, je te laisse un petit quelques minutes là, pour te présenter si les gens ne te connaissent pas. Oui, donc j'en suis déjà à ma troisième conférence avec la NFQ. Merci beaucoup d'ailleurs de me donner cette opportunité-là. Donc oui, comme Alexandra l'a dit, orthopédagogue, mais aussi agente en stimulation du langage. Ce que ça fait une agente en stimulation du langage, c'est que ça travaille en collaboration avec les orthophonistes. Donc les orthophonistes sont vraiment là, les spécialistes du langage. Elles évaluent, elles diagnostiquent. Ce sont vraiment là, les personnes là, responsables, là, spécialistes justement du langage. Puis les agentes en stimulation viennent travailler en collaboration, donc en appui, soit dans les milieux familiaux, dans les garderies. Il y a quelques centres de services scolaires aussi qui ont des agentes en stimulation. En fait, pour être agente en stimulation du langage, ça nous prend une technique de base en relation d'aide, donc pour ma part en éducation spécialisée. Puis ensuite, c'est un AEC qui va aller spécialiser davantage là, dans un domaine. Donc, il existe des AEC en santé mentale ou autre. Cet AEC-là est vraiment spécifique aux stratégies de stimulation langagière. Puis les enseignantes, parce que moi, j'ai eu que des enseignantes dans le cadre de ce programme-là, c'était des orthophonistes. Donc, on est vraiment là, on apprend tout ce qui est le langage, le jargon un peu vraiment spécifique aux difficultés. Puis, on apprend aussi la limite du rôle des agentes en stimulation du langage. Donc, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas diagnostiquer. On peut stimuler de façon globale, un peu comme c'était précisé là, dans la présentation, puis on peut appliquer le plan là, fait par les orthophonistes. Voilà. OK. Merci. Fait qu'on va commencer tout de suite. On va commencer avec Gab, qui avait certaines questions. Fait que je te laisse poser tes questions en rafale. Oui. Fait que comme je disais avant l'enregistrement, Valérie, moi j'ai un petit gars en ce moment, il vient juste d'avoir 3 ans, là, fin mars, là, OK? Fait que tout Oui. juste. Puis, tu sais, dans la présentation, là, où il parlait de la section de cet âge-là, là, de 30 à 36 mois, tu sais, mon gars, je le mets pas dans la catégorie du red flag de la présentation, là, tu sais, pas du tout, là, parce qu'il fait des super de belles phrases, tu sais, lui, il peut me raconter sa journée au complet, il va me poser des questions. Fait que, tu sais, je trouve qu'il est quand même très volubile à ce Ouais. niveau-là. Ouais, c'est Ouais. ça. Et, tu sais, sauf que l'affaire, c'est qu'il est dur à comprendre. Mais pour vrai, vraiment, tu sais. Mettons, tu sais, comme le mot soif puis le mot froid, ça sonne pareil, là, parce que les S deviennent des F. Fait que foif, froid, foif, tu sais, tu viens que. Fait qu'il y a beaucoup de mots comme ça que pour lui, tu sais, le son se ressemble beaucoup. Tu sais, comme tu dis, bleu, bieux. Mais tu sais, ça, on est quand même capable de le déceler, là. Mais reste que moi, j'ai toujours un petit stress. Puis là, peut-être que je suis un peu intense, mais j'ai toujours un petit stress en tant que parent de me dire, oh mon Dieu, il ne comprendra pas ce que mon enfant va dire. Puis ma question, dans le fond, c'est que je me demandais, tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'il y a un retard langagier? Mettons que tout est beau, sauf il n'y a pas, mettons, le 75% de personnes qui le comprennent. Tu sais, moi, je pense qu'on est plus à un 55. Tu sais, fait que je me demandais si on catégorise ça dans quand même un trouble de langage ou un retard langagier. Ben, ça, ça va être à l'orthophoniste là, qui l'évaluerait de dire si on est plus dans le trouble ou dans le retard. C'est sûr que là, il vient juste d'avoir son 3 ans. Donc, tu sais, c'est pas tranché au couteau. Là, on peut lui laisser un peu de temps de se rendre à son 3 ans et demi. Là, tu sais, la journée de tes 3 ans, on ne te comprend pas, on te fait évaluer. Mais Ouais, on peut lui laisser le temps tu sais, justement, de stimuler justement certains mots qui nous paraissent vraiment confus, là, tu sais, comme froid, on pourrait vraiment aller allonger là, le R, parce que c'est surtout ce son-là qui est différent du soif. Donc, ces confusions-là sont encore normales pour l'âge. Je dirais qu'en général, si le message est quand même bien compris, c'est rassurant. S'il y a certains mots où là, on doit tendre l'oreille,
Ça fait encore partie du développement normal quand même là, d'un enfant de peaufiner justement des mots comme ça là, ouais, au quotidien. OK, fait que 3 ans, il n'est pas comme encore dans l'âge d'un trouble langagier. Non, c'est ça. On OK. établit des barèmes, mais c'est quand même, ça peut varier là, autour de cet âge-là, exactement. OK. Ouais. C'est drôle parce que souvent, là, mettons, les grands-parents vont être ici puis ils vont me dire « Je comprends pas ce qu'il me dit. » Puis t'as mon autre gars de 5 ans qui dit « Ben voyons, il a dit ça. T'sais, lui, il comprend super bien. » Puis je me dis « Hey, c'est vraiment drôle que son frère, souvent, c'est lui qui, mettons, qui va traduire. Puis il a tout compris. » Je fais « Ah ben oui, ça fait du sens. » Finalement, Oui, ce que tu puis dis. souvent dans les milieux familiaux où je vais, mettons qu'on a un enfant ou qu'il y a des difficultés langagières au niveau phonologique, donc que les mots ne sonnent pas comme ils devraient nécessairement, l'éducatrice, ça peut arriver qu'elle me dit « je comprends pas », puis l'autre ami à côté, « ben oui, c'est ça qu'il veut dire ». Fait qu'entre enfants, souvent, ils Ils se ont cette comprennent. habileté-là à décoder ce que l'autre ami veut dire. C'est vraiment fascinant, ouais. Ah oui, moi, je trouve ça drôle. C'est comme, mais voyons donc. Là, mais voyons que t'as pas compris. Il a dit ça, ça, ça. Je fais, ah! Ben ouais, OK, vu de même. Ça fait du On sens. s'en sert dans ce temps-là parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est que l'enfant en vienne à se fâcher ou à être un peu Ouais. réfractaire à communiquer parce que justement, il n'est pas toujours compris. Fait qu'il y a surtout ça qui est à garder à l'œil, à quel point ça a une influence sur sa vie au quotidien. Si ça le Ouais. fâche, si c'est quelque chose que quand on lui demande de répéter ou de nous expliquer, là, ça vient fâchant. Mais ça peut être un petit plus qui fait qu'on va consulter plus tôt que tard, je dirais. Là. Mais si OK. l'enfant il n'y a pas tendance à se fâcher ou il réexplique ou il prend d'autres mots. C'est des super belles stratégies aussi qu'on peut développer. Fait que ça aussi, c'est à garder, je pense, Ouais. en tête. Là. OK. Parce que, des fois, c'est ça. Des fois, quand je comprends pas, il va me prendre la main puis il va m'amener pour me montrer ce qu'il veut dire. Parce que tu comprends pas, moi, t'amener. Mon truc, c'est parfait. La débrouillardise, j'adore ça, vraiment. Des fois, C'est il une va bonne se fâcher, puis stratégie. ça l'arrive, là, comme tu dis. Après 5, 6 fois, là, je suis comme, hey, Éloi, je suis désolée, mais maman, elle comprend pas. Là, il se fâche, puis là, je suis comme, mon Dieu, je me sens mal. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Explique-moi, montre-moi. Même si Ouais. on a des pictos, des images ou il y a un livre, d'essayer de l'amener vers quelque chose de visuel là, qui pourrait nous indiquer parce que c'est vrai que c'est fâchant. Même nous, on Oui, c'est ça. à leur place, puis on serait fâchés avant 5 fois, je pense. Là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, le R à 3 T, il est vraiment tough. Là, tu sais, c'est une lettre que les enfants développent plus tard, ça, généralement? Ou, tu sais, parce que le Euh, rouge, ça va être huge. Tu sais, c'est comme il est quand même difficile, surtout quand il est combiné, disons, avec une autre consonne, comme dans travailler, là, OK. ou dans crème glacée. Donc, tu sais, 2 consonnes ensemble, ça peut être plus tard, là. Puis, on est encore dans la normale de la chose, là. Fait que je vous dirais vraiment de vous référer au tableau même là, il y a celui de la présentation, mais il y a aussi sur le site de l'Ordre des orthophonistes, on a vraiment là, le détail de quels sont à quel moment. Fait que ce tableau-là est vraiment une bonne référence, là, je pense, OK. pour Ah oui, ça. le tableau, oui, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais je sais que c'est vrai, tu as mis un. Le lien vers le Ça. site de l'Ordre des orthophonistes, il est vraiment bien fait aussi. Puis, si on veut trouver aussi un professionnel, donc on a accès à tout le bottin là, des orthophonistes. Fait que c'est vraiment OK. une belle ressource, je pense, à garder pas trop loin quand c'est quelque chose qui nous préoccupe. Là, ouais. Ouais. Ben, tu sais, je me questionnais parce que c'est tough. Tu sais, on dirait que, tu sais, même si tu as eu d'autres enfants, mettons, tu oublies, là, où ce qui était rendu ton enfant à cet âge-là avant. Oui. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, est-ce qu'à la garderie, c'est le chaos? Mais tu sais, les éducatrices me le disent pas, tu sais, qu'ils ne comprennent pas. Au contraire, tu sais, il veut, là, tu sais, il explique, mais c'est juste qu'il est tough à cerner. À Les mots décoder. c'est ça, ils sont pas toujours faciles. Des fois, les éducatrices, hein, ils ont l'oreille, sont habituées, ils ont Ouais, aussi. des petits trucs dans leur Ouais, boîte à outils, là, ouais. ouais. Mais souvent, elles vont nous pister aussi, les éducatrices, elles vont nous dire au niveau du langage, certaines choses. Fait que quand on se questionne, on peut aussi aller autour de nous, peut-être que grand-papa, grand-maman, si on ne les voit pas souvent, Ouais. c'est sûr qu'eux, ça peut être plus difficile pour eux de comprendre Éloi, par exemple. Mais les éducatrices qui le côtoient au quotidien, ben ça peut être quelqu'un de fiable à qui s'adresser Ouais, pour c'est vrai. avoir une opinion, là, ouais. Portrait sur.
Ouais, faudrait que j'y demande. Faudrait que j'ose aller leur demander. J'avoue que c'est les mieux Oui, placés pour quasiment. c'est les spécialistes là, de Ouais. la petite enfance. Merci. Alex, est-ce que tu avais une autre question que tu voulais en lien avec ça ou je Ben, si continue? t'as. Non, non, je te laisse continuer pour l'instant. OK. Ben, j'avais une question qui me tracassait parce que je sais que, tu sais, aujourd'hui, on est pas mal dans une passe où, tu sais, les écrans sont très présents là, dans notre quotidien. Puis je me demandais, tu sais, la place des écrans dans le développement langagier. Est-ce que, tu sais, les télés, les tablettes, les téléphones, tu sais, des fois, je vois ma mère qui va lui donner sa tablette parce qu'elle a downloadé un petit jeu, tu sais, puis là, il faut qu'il donne la pomme tu sais, le bon animal, puis ça. Puis là, le bon animal, excuse. Puis je me demandais, est-ce que les écrans peuvent jouer un rôle, tu sais, sur le développement du langage en bien ou en mal? On dirait que je suis comme. Assurément, Bonne question. on est vraiment à l'ère des écrans, justement. Puis tout récemment, je voyais le pédiatre, là, Jean-François Chiquam, qui disait que si les enfants pouvaient se tenir le plus loin possible des écrans avant 6 ans, ça les aide à plein de niveaux. Tu sais. Je suis d'accord avec ça. Puis je pense que c'est selon des écoles de pensée aussi. Spécifiquement pour le langage, oui, il se fait des belles choses au niveau langagier. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Moi, dans ma philosophie d'intervention, c'est vraiment plus une question d'équilibre. Puis comment on s'en sert? Est-ce que je m'en sers parce que je suis dans le jus, puis je fais à souper, puis ça me donne un petit 15 minutes, ou je m'en sers pour éviter les crises, ou je m'en sers. Donc, il y a tout ça, je pense, qui est à questionner. Comment je m'en sers? Puis, c'est quoi les bénéfices que mon enfant en retire? Donc, si le bénéfice, c'est pour développer son langage, je pense qu'il n'y a rien qui vaut l'interaction humaine avec un parent, avec un frère, avec un autre humain pour développer le langage. C'est vraiment comme ça que l'enfant va construire son langage. C'est dans les interactions avec les gens qui sont autour de lui. Donc, ça, c'est une première chose. Puis l'autre chose, c'est si on fait le choix de faire les écrans, moi, oui, il y a les recommandations, puis il y a aussi la vraie vie. Fait que dans la vraie vie, si comme parent, on fait le choix de rendre disponibles les écrans à nos enfants, bien, c'est qu'ils soient accompagnés à tout le moins. Donc, si on choisit de faire un petit jeu, bien, on peut être à côté puis de dire ah oui, la voiture bleue. Donc, on peut s'en servir comme moyen d'intervention plutôt que comme intervention directement. Fait qu'il y a comme une nuance là, de dire c'est un peu l'autre pointe du triangle. Il y a l'enfant, il y a moi, puis il y a l'autre pointe du triangle qui est mon moyen, mais pas bidirectionnel entre l'enfant et l'outil. J'ajouterais vraiment la présence de l'adulte, vraiment pour aller justement stimuler le langage à travers ça. Là. Ouais. C'est un bon point. C'est un bon point. Parce que, tu sais, j'ai toujours mon chum qui dit à chaque fois qu'on va chez ta mère, elle sort son petit jeu. Puis là, je suis comme, oui, mais en même temps, ça l'aide à comprendre des affaires, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il dit, oui, mais là, je suis pas sûre que c'est bon. Fait que j'étais comme, on va essayer de Bonne demander. question. Je ne vais pas me mettre mamie à dos, mais moi, je tu sais, c'est vraiment minime, là, tu sais. Puis c'est parce que mon conjoint, ça lui fait vraiment peur, là. Tu sais, il respecte à la lettre le nombre de temps, puis tu sais, c'est super correct. Mais tu sais, comme tu l'as dit tantôt, moi, souvent, tu sais, la télé, ça va être plus quand je suis seule, mettons, dans le run du souper, puis je suis comme, OK, là. J'ai plus le temps, genre, asseyez-vous 2 minutes, là, regardez la télé. Puis, mais je me demandais si, c'est ça, au niveau du langage, si c'était bien ou mal. Mais là, tu sais, si. Je pense qu'il n'y a rien comme un livre, il n'y a rien comme un album photo, des photos de la famille, de l'enfant pour l'amener à parler parce que les écrans, ça n'a pas seulement un impact non plus sur le développement langagier, tu sais, tout ce qui est au niveau des émotions, au niveau de la stimulation de l'écran. Fait que je pense que ça aussi, c'est à mettre dans la balance puis à dire, finalement, on est peut-être mieux mamie avec un petit livre. Ouais. Je comprends. C'est noté. Puis, l'autre question, c'est, tu sais, dans la présentation, dans le fond, tu sais, tu parlais d'essayer de développer le langage avec les intérêts de l'enfant, tu sais, s'il aime les dinosaures, d'essayer de sortir un jeu en lien avec les dinosaures ou tout ça. Mais je me demandais, tu sais, parce que des fois, comme tu dis, ça se peut que ça leur tente pas cette journée-là, là, de triper ces dinosaures. C'est comme mal pris. Mais est-ce qu'il y a des moments dans la journée qui sont plus propices à stimuler le langage que d'autres ou ça n'a aucun rapport? Puis. C'est pas quelque chose
qui m'a été, que je me suis adonnée à voir. Je dirais que pour ma part, je le fais selon la disponibilité de l'enfant. Donc, ça varie vraiment d'une journée à l'autre. Donc, si on sait que, par exemple, les journées à la garderie, là, c'est vraiment demandant pour l'enfant, mais les soirs de garderie, ça ne sera peut-être pas nécessairement le bon moment. On est peut-être mieux de se prendre un petit moment le matin quand l'enfant a de l'énergie ou le soir, de dire, d'être plus en mode, je stimule, mais toi, tu es plus passif dans le sens où l'enfant écoute l'histoire, il enregistre le vocabulaire, il enregistre les mots, mais on n'est pas nécessairement en échange. Donc, j'adapterais les activités. Je pense que la stimulation peut se faire en tout temps, mais les activités varient selon l'état de disponibilité de l'enfant. L'enfant. Oui, vraiment. C'est ça. Fait que d'installer un gros jeu où on irait pas questionner l'enfant, mais où ça solliciterait beaucoup sa participation verbale si on sait que c'est quelque chose qui est difficile pour lui, que ça lui demande, puis qu'il y a des autres journées, qu'il y a des grosses journées, mais on est peut-être mieux de garder ces jeux-là pour la fin de semaine, puis d'y aller vraiment en simplicité la semaine, par exemple. Oui, je comprends. Puis, tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai Éloi qui a 3 ans, mais j'ai aussi Charlie qui a 5 ans, qui est rentré en maternelle là, en septembre dernier. Puis nous, on est vraiment dans une ville où c'est plus anglophone que francophone. Tu sais, je pense que c'est comme 55% anglophone, le reste francophone. Mais tu sais, on entend beaucoup de gens parler. Puis lui, dans le fond, en ce moment, il va dans une école, dans un pavillon anglophone. Mais sa maternelle est 100% francophone. Tu sais, l'enseignement est 100% francophone, mais il côtoie dans l'école plein de monde qui parle anglais. Puis tu sais, même dans sa classe, des filles disent, j'ai des amis qui me disent des petits mots en anglais. Puis là, cette semaine, il me dit, maman, j'aimerais ça apprendre l'anglais, là, mais moi de la musique en anglais, puis ça. Puis je suis comme, OK, oui, Alex, c'est pas surprenant de Charlie, là, mais c'est ça, il est curieux, puis il va apprendre une autre langue. Puis je trouve ça super le fun qu'il me montre de l'intérêt, vers d'apprendre une autre langue, mais je me demande, y a-t-il des moyens, efficaces puis le fun pour lui d'apprendre une seconde langue sans le mêler? On dirait que j'ai peur comme quand une autre langue rentre en jeu, on dirait que je sais pas trop comment m'y prendre. Puis je suis comme, il me semble qu'il y a de la musique à ton âge, ça va être tough de comprendre l'anglais en écoutant de la musique. Puis pourtant, tu sais, c'est vraiment pas ma spécialité, le bilinguisme. Là. Moi, je suis à Sorel, fait que c'est pas mal francophone. Là. Tu sais, pas mal partout. Fait que c'est pas, je suis pas familière nécessairement, mais de ce que j'ai appris, c'est que les parents, par exemple, dont une famille où un parent parlerait français puis l'autre parent parlerait anglais, il n'y aurait pas de retard associé au fait de parler 2 langues à la maison. Donc, c'est vraiment pas nuisible ou ça ne retarde pas le langage parce qu'on sait que les enfants, quand ils sont en bas âge comme ça, ben c'est des petites éponges, fait qu'ils absorbent un peu tout. Fait que c'est un bon moment aussi pour apprendre d'autres langues. Alors que plus tard, si nous trois, on décidait d'apprendre, par exemple, l'allemand ou le mandarin, on aurait bien de la misère, là, tu sais, pas mal plus qu'un enfant qui essaierait d'apprendre une autre langue. Fait que ça, c'est ce que je sais. Après ça, des activités, j'ai beaucoup entendu parler de l'application dont le nom m'échappe, Duolingo. J'ai beaucoup de... oui, ben je l'utilise moi pour l'anglais. Voilà, mais je pense qu'il y a Duolingo Kids, donc si c'est quelque chose qu'on veut travailler, c'est assez visuel aussi, là. Peut-être que je me fourvoie, là, c'est peut-être pas Duolingo Kids, mais je sais que j'ai des familles qui utilisent Duolingo, fait que ça sera vérifié. Mais, ouais. Je le freine pas là-dedans, là. Je le freine pas dans son vouloir, là, Surtout si c'est son intérêt, puis c'est à sa demande, puis que ça vient combler quelque chose en lui, là, qui l'intéresse. Je pense que là où on pourrait se questionner, c'est oui, on va apprendre les 2 langues, puis que l'enfant a 0 intérêt, bien, c'est contre-productif. Là, mais dans le cas où ça l'intéresse, go. On y va, là. C'est là, je pense. Ben oui. OK. Ouais. Parfait, c'est bon. Puis, j'ai une dernière question. Après, Alex, tu pourras... je vais te laisser la parole. Mais je me demandais, j'étais curieuse de savoir, puis peut-être que tu ne le sais pas, puis c'est bien correct, là. Y a-t-il des erreurs fréquentes, que tu as observées, mettons, chez les parents qui veulent bien faire, mais que parfois, qui freinent le langage, mais tu sais, involontairement, là, c'est pas voulu, mais que ça peut freiner justement le développement parce qu'on veut plus qu'eux, quasiment, des fois, là?
Oui, ben, je dirais que la majeure sur laquelle j'interviens souvent parce que le rôle de l'agente en stimulation du langage, c'est oui, de faire de la stimulation globale, mais il y a aussi tout l'accompagnement parental parce que le parent assiste aux rencontres, donc il y a tout cet Ouais. accompagnement parental-là, cette sensibilisation aussi. Je dirais que celle qui revient souvent vraiment, c'est de faire répéter l'enfant. Donc, c'est pas vieux, c'est bleu. Regarde, dis comme moi, là, fais comme moi, bleu. Donc, ça, c'est complètement C'est à non. proscrire, là, vraiment, vraiment. Puis, c'est jamais fait avec les mauvaises intentions, jamais, jamais. Puis les parents, quand je leur dis dans le bureau, ils sont tous mal comme s'ils allaient briser leur enfant. Votre enfant, il n'est pas brisé. C'est juste qu'on essaie toujours d'avoir les meilleures pratiques avec qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui a été démontré. Puis, on est plutôt dans je redonne le bon modèle, je vais redire le bon modèle plusieurs fois. On appelle ça un peu le bombardement. Donc, je vais te redonner le modèle dans un petit laps de temps plutôt que d'aller exiger, Ils disent correctement. c'est ça, une répétition ou une réponse. Puis, autre chose aussi, ça peut être de faire un peu une communication un peu fausse. Là. Ah oui, c'est quoi cet animal-là? Ah oui, puis c'est quoi ce légume-là? Donc, tu sais, de poser des questions auxquelles on a déjà les réponses à l'enfant. L'enfant, il se rend compte que c'est un peu organisé tout ça. Là. Ouais. Donc, on est vraiment mieux d'y aller de façon je dirais naturel là, dans la façon. Ah oui, il y a un lapin. Qu'est-ce qu'il pense qu'il fait le lapin? Ah, peut-être qu'il cherche des œufs. Donc, on est vraiment plus dans un scénario concret que dans c'est quoi ça, c'est quoi ça? Dis comme moi, carotte. Donc, on est vraiment plus dans une approche plutôt naturelle, là, Naturel, là, tu sais, qui se fait organisée. avec ton enfant. Oui, c'est pas mal les deux principaux éléments sur lesquels j'interviens rapidement là, au début des suivis. Ouais. Fait que, tu sais, les moments de lecture, dans le fond, ça serait bien propice à le faire, tu sais, mettons, le soir quand tu lis un livre. Parce que, tu sais, moi, je me rends compte qu'il y a vraiment eu un clash, là, tu sais, dans le sens où, avant, on dirait que je lisais un livre, puis il m'écoutait pas, là, tu sais, on dirait que je lisais pour moi-même. J'étais comme, voyons, pourtant, c'est intéressant. Puis là, tu vois, tu sais, il y a comme eu un gap de 2 ans et demi à 3 ans, là, où il s'intéresse, puis, tu sais, il va rire à des passages où je me dis, hey, ça fait du sens qu'il rit, là, tu sais. Ah, là, ça fait Ouais. du sens qu'il réagit. Fait que je me dis, OK, fait qu'il comprend vraiment Ouais. l'histoire. Fait que là, Il j'imagine qu'il saisit pourrait intégrer l'humour. un peu Ouais. là-dedans. Oui, puis il saisit l'humour, puis il y a tout l'aspect aussi créatif hein, qui se développe d'imaginer des fins différentes ou d'imaginer la raison du pourquoi le lapin fait telle chose dans l'histoire. Donc, les enfants ont accès. Ça vient aussi un peu avec les jeux, hein, quand ils ont des scénarios de jeux qu'ils inventent. On est plus dans le jeu symbolique, justement, de s'inventer des histoires. Fait que ça vient un peu avec cette maturité-là aussi. Là. Ouais. Ouais. Ben, je pourrais peut-être prendre cette période-là pour lui poser des petites questions. L'histoire, ben oui, exactement. Puis on peut cibler des fois si on sait que c'est toujours le son qui est difficile, ben même si dans l'histoire c'est écrit Bob, ben, on pourrait dire j'ai pas de nom de personnage par mais on pourrait aller changer le nom de personnage ou aller ajouter des mots dans notre La histoire pour modifier. justement stimuler ce son-là, par exemple. Ouais. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis, tu sais, parmi, te donné, tu sais, dans la présentation, tu as donné comme plein de. Là, excuse, Alex, je t'ai dit que je te laissais, mais j'ai une petite dernière question. Tu sais, tu disais justement, tu sais, le jeu, les intérêts, puis tout ça, mais dans tout ce que tu as présenté, est-ce que ça serait quoi, mettons, selon toi? Y en a-tu comme deux que c'est vraiment comme à prioriser comparativement aux autres ou c'est tout égal au niveau d'avancement du Dans les langage? stratégies, Ouais, le jeu. le jeu, OK. Le jeu à 100% parce que c'est ça la job de l'enfant, hein, jouer. Fait Ouais. que lui, c'est comme ça qu'il apprend aussi. Mhm. Fait que vraiment, le jeu, je dirais que c'est vraiment la majorité. OK. Puis dans la sincérité aussi, parce que les enfants le sentent quand on veut essayer de leur faire quelque chose pour une raison. Fait que juste d'être dans le plaisir, puis d'être dans cette spontanéité-là, je pense que ce serait les deux que je prioriserais vraiment. OK. S'asseoir puis jouer sincèrement avec notre Ouais. enfant, je pense que ça, c'est quelque chose aussi
dans nos vies qui vont vite, là, tu sais, quand on est capable de prendre ce temps-là, là, c'est précieux, je pense. Ouais. OK, parfait. Merci. Ben, moi, je vais mettre un petit peu de push sur qu'est-ce qu'on vient de parler. Comment on fait, Val, pour adapter son langage face à son enfant, tu sais, pour être sûr de, un peu comme tu parlais, tu sais, pas y parler en bébé ou tu sais, être capable de vraiment bien communiquer dépendamment de l'âge qu'il a là aussi. Comment on fait pour bien s'adapter de cette façon-là, à ce Euh, niveau-là, en fait? Surtout pour les enfants en bas âge, je dirais qu'il y a une nuance entre parler en bébé puis parler bébé. Je vous explique un peu la nuance entre les deux. Parler en bébé, c'est ah oui, tu veux le lolo? Oui, on va mettre dans le petit verre. Donc, tu sais, d'avoir des mots qui ne sont pas des mots. OK? Fait que ça, c'est parler en bébé. Ça, On fait pas ça. Oublie ça. On met ça de côté. On veut parler bébé. Ce que ça veut dire, c'est vraiment avoir un ton de voix ou des expressions. Ah, boum! Tu viens de tomber! Donc, on va vraiment aller ralentir, on va aller mettre l'emphase, on va utiliser des onomatopées. Boum! Pow! Wow! C'est bon! Donc, on va être vraiment plus dans cette façon-là d'interagir avec l'enfant plutôt que d'utiliser des mots qui n'en sont pas. Hein? Donc, on va prendre les chats, c'est un chat. Oui, on peut, après ça, y apprendre que des fois, on va lire minou, ou des fois, on va lire d'autres mots pour dire le même mot. Mais on utilise les vrais bons mots pour que l'enfant, après ça, construise son vocabulaire en fonction des mots qui existent, là, vraiment. Ouais. Fait que je dirais que c'est intéressant. Oui, de faire la Allô, distinction Kevin? entre le ton puis parler en, comme tu dis, en bébé, là. Avec des faux mots, là? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que des fois, tu l'entends, ça, puis tu sais, des fois, tu es comme, mon Dieu, il me semble qu'il est un peu passé l'âge de se faire parler avec ce langage-là, mais le ton, j'avoue qu'il y a une différence dans les Puis deux. après ça, même plus ils vieillissent, je dirais qu'on peut essayer de délaisser le parler à la troisième personne pour le je. Ah oui, viens ici, maman va l'attacher. Ouais, viens ici, maman, elle va essuyer ta bouche. Ah, mon Dieu, Donc, oui. tu sais, d'aller On introduire le parle je. beaucoup ça, hein? On Beaucoup, l'entend beaucoup, ouais. beaucoup. Puis, tu sais, c'est jamais de façon Ah non, bien évidemment, méchante là, ou quoi souvent, que c'est ce même un soit, là. réflexe, là, tu sais. C'est ça, Ouais. exactement. Fait que, ah oui, viens, je vais t'essuyer la bouche ou je vais attacher tes cheveux. Donc, comme ça, l'enfant, il a le modèle du je aussi pour parler de soi à la première personne plutôt qu'à la troisième. Aïe, 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 hey, je t'écoute, puis je suis comme, mon Dieu, là, ça spinne dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, je pense que je dis tout le temps, viens ici, maman va faire ça. Moi aussi, coupable, là. Eh oui. Mais Je fais pour comment les je fais enfants, ça, puis là, je fais comme, ouh. oui, très coupable ici aussi. Mais si l'enfant n'a pas de difficulté puis qu'il a intégré le jeu, c'est correct. Mais si on voit que l'enfant il a tendance à dire moi, il veut des pommes, bien là, on pourrait aller essayer d'introduire Avec le le jeu jeu. avec soi-même pour être capable de donner le bon modèle à l'enfant. Là. Ouais. OK, fait que ça serait un exemple que l'enfant n'a pas bien internalisé le jeu, là. Mettons, t'aurais-tu Ça, d'autres exemples? Vite si de on a même, là? beaucoup le moyen ou tu sais, c'est beaucoup remplacé OK. par ça, là, de parler de soi-même. Tu sais, les enfants ne diront pas nécessairement leur nom, ils ne diront pas ah oui, Valérie, elle veut. Ça va être plus moi, il veut parce qu'ils n'ont peut-être pas eu beaucoup de modèles de jeu ou c'est juste quelque chose qui est difficile pour eux. Fait que c'est surtout ça. Oui, vraiment. OK. Ma prochaine question, c'était, en fait, tantôt, Gab, tu m'as demandé si j'avais une question en lien avec ce que tu disais. Je dis non, mais un peu oui, finalement. Mais pour revenir là-dessus, tu sais, Gab, tu disais que des fois, ça arrive que Éloi, il se fâche quand que tu comprends pas, tu sais, du tout qu'est-ce qu'il Quand veut ça fait dire, même 4 après fois ou 5 comme fois que je trois, quatre fois qu'il le répète. répéter. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu peux faire quand ton enfant s'énerve ou pleure, justement, ou fait une crise, peu importe, parce qu'il voit que tu le comprends pas, tu sais, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre. Des fois, quand c'est vraiment intense puis cristallisé, là, tu sais, j'ai des parents qui pouvaient dire ah, c'est maman ou c'est moi. J'ai de la misère à comprendre dans mes oreilles, tu sais, pour un peu enlever cette responsabilité-là à l'enfant quand c'est vraiment très fâchant puis
ça brise la communication. Fait qu'il y a ça, puis il y a vraiment d'inciter l'enfant à prendre des moyens puis à dire c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, là, on prend le temps, explique-moi, de vraiment, c'est ça, justement, poser, je suis disponible, je suis là pour toi. Quand ça arrive justement de dire, ben là, j'arrête ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la vaisselle, OK, time out, je vais me pencher à ton niveau, tu veux m'expliquer quelque chose? Je suis disponible pour toi, je t'écoute, là, tu sais, que l'enfant sente qu'on a cette intention-là de comprendre son message, première des choses. Puis après ça, de lui donner des stratégies. Montre-moi, amène-moi, explique-moi. Ou si le grand frère comprend, mais on peut peut-être lui dire « Ah, mon oreille aujourd'hui, c'est difficile. Attends, peut-être que Charlie, lui, a compris, hein, Charlie? » Donc, essayer d'y aller de façon détournée ou avec l'humour, justement, pour apaiser, puis que l'enfant se braque pas ou que ça ne devienne pas quelque chose là, de difficile pour lui. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est des stratégies plus pour éviter justement qu'on se rende à la crise. Contourner, là, c'est rare que je vais dire ça aux parents étant TES aussi, d'éviter la crise, mais là, c'est plus parce qu'on ne veut pas atteindre l'estime de soi aussi, on ne veut pas être contre-productif dans le développement de son langage. Fait que pour cette situation-là, oui, j'irai un peu avec du contournement, de l'humour. Pour d'autres contextes, c'est pas toujours gagnant d'éviter les crises, là, mais c'est pas, c'est pas le sujet ce soir. C'est bon. C'est bon, c'est très bien de voir ça comme ça. Prochaine question. J'ai remarqué, ben en fait, moi, j'ai pas d'enfant personnellement, mais je remarque que, mettons, mes neveux, mes nièces, ils ont appris beaucoup de langage des signes à la garderie, ben comme Éloi aussi, parce que, tu sais, je côtoie quand même Gab et tout, fait que Éloi aussi, je remarque que, tu sais, quand je le vois, il fait des signes, tout ça, fait qu'ils apprennent un peu ça à la garderie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut retarder le développement du langage? Non, mais j'allais dire même au contraire, mais c'est pas prouvé, en fait, que ça va l'accélérer. Ce qui est démontré, c'est vraiment que ça n'aura pas un impact nécessairement au niveau du langage oral, le fait de faire les gestes, mais que les interventions qu'on applique lorsqu'on enseigne le langage des signes au bébé, bien, ce sont des stratégies de stimulation du langage oral aussi. Donc, le fait de se mettre au niveau de l'enfant pour faire le geste, ça fait partie de la stimulation du langage oral. Le fait de mettre des mots sur ce qu'on fait, ah oui, tu en veux encore ou encore, là, il existe comme ça aussi, je pense. Donc, le fait de mettre des mots sur nos actions, c'est une des stratégies en stimulation du langage oral. Donc, c'est plutôt ça qui est vraiment démontré, c'est qu'en amenant notre enfant à faire des signes, bien, on va vraiment aller stimuler aussi l'aspect oral. Donc, c'est facilitant. Puis, il n'y a pas de corrélation au niveau de ralentir où l'enfant, ben moi, ma crainte, par exemple, c'est que mon enfant fasse des gestes puis qu'il ne parle pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que des fois, ça arrive aussi, tu sais, qu'ils font les gestes, puis là, finalement, ils disent pas le mot, tu sais, puis là, t'es comme, tu le sais un peu qu'est-ce qu'il veut dire, mais finalement, tu le sais pas nécessairement, parce que toi, t'as pas appris ces langages-là, tu sais, fait que D'où c'est aussi ces signes-là. l'importance d'aller associer le mot verbal quand on le montre à l'enfant. Ou quand l'enfant va être capable de le faire, ben, on ne fera pas juste lui donner encore une collation, par exemple. On va dire « Ah oui, OK, tu en veux encore! » Fait qu'on va aller stimuler aussi au niveau oral le mot pour que l'enfant en vienne à le dire. Puis plus tard, ben, l'enfant, hein, le cerveau humain veut aller toujours vers ce qui est plus facile, ce qui est plus rapide. Donc, rapidement, l'enfant, il va se rendre compte que ça va bien plus vite dire encore qu'attendre que mon parent me regarde pour faire le. Donc, aussitôt qu'il va être capable, on va voir naturellement que les enfants vont délaisser les signes pour aller utiliser vraiment là, le verbal après. Là. Puis, est-ce que dans ce cas-là, mettons plus une question qui me vient très spontanément là, à l'esprit, est-ce que à un moment donné, si ton enfant il associe pas le mot, ben il associe le mot là, parce qu'il sait que c'est ça que ça veut dire, mais s'il nomme pas le mot en faisant le signe, puis c'est vraiment quelque chose qui perdure, est-ce que c'est une bonne tactique de un peu ignorer quand il fait le signe pour que justement il apprenne ce chemin plus facile-là de dire le mot? Mettons, tu me situes? C'est une bonne question.
Je pense que je continuerai à être à l'écoute parce que dans le fond, on veut que l'enfant communique. Fait que s'il y a une intention de communication, je n'irai pas ignorer ça. J'irai plutôt renforcer en mettant le mot « Ah oui, je comprends, tu en veux encore. Hein? » On peut le dire avec des mots. « Maman, j'en veux encore. » Donc, je resterai vraiment plus dans le positif que d'utiliser l'ignorance intentionnelle à ce moment-là. Ouais. Oui, je resterai plus dans « J'ai vu que j'ai saisi que tu veux me communiquer quelque chose, je suis à ton écoute. » Ouais. OK. Parfait. Tu t'en parles un peu dans ta présentation, mais il y a plusieurs gestes pour dire le même mot. Moi, je me souviens parce que, à leur CPE, mettons, ils apprenaient le encore, il y avait soif, mais je sais qu'il y a comme d'autres choses. Puis ma belle-mère, elle travaille dans un autre CPE, puis c'était pas t'as fait les mêmes signes. Fait que des fois, je voyais, là, pour manger, je pense que c'était ça, puis j'étais comme, mon Dieu, il va être tout mélangé, cet enfant-là, c'est pas le même. Pas tout. Idéalement, on essaie d'avoir une entente commune là, sur les signes qu'on utilise justement pour pas que l'enfant soit mélangé. Puis il y a beaucoup de parents là, que je côtoie qui l'utilisent, qui me disent c'est quasiment plus égoïste de l'avoir fait parce que je comprenais ce qu'il me demandait. Donc, je pouvais être capable de répondre à son besoin. Ça fait que ça répondait aussi à une espèce de sentiment d'impuissance du parent, d'être capable de comprendre. Là, le fameux 1 an à 18 mois où ils veulent tellement nous dire quelque chose, mais qu'on ne comprend pas parce que les mots ne sont pas encore là. Il y a beaucoup de parents qui disent que ça leur a été vraiment utile. Là, même Bobo, c'est ça, aide-moi. Le fameux, je veux faire tout seul, je ne suis pas capable, je vais me fâcher, là, je te demande de l'aide, mais viens m'aider là. Donc, maintenant. Donc, à partir de quel âge on peut commencer à introduire le langage des signes? Est-ce que c'est à partir d'1 an, comme tu mentionnes, ou plus tôt que ça? Ou... On peut commencer à les introduire à partir de 6 mois. Donc, ce que la littérature dit, c'est qu'à partir de 6 mois, l'enfant est capable d'associer qu'on dit un mot ou un concept à un geste. On ne peut pas s'attendre nécessairement à ce que lui le fasse de façon autonome, par exemple, si tôt. Donc, on est plus vers 10 mois à peu près. Donc, de 6 à 10, c'est qu'on va vraiment aller stimuler. Puis, on va choisir le fameux encore qu'on peut associer durant ce que l'enfant mange, par exemple. Donc, on est vraiment plus en apprentissage. Puis après ça, l'enfant, il va tomber plus en pratique là, vers 10 mois, 11 mois, 1 an qu'il va aller faire les gestes. Là. Puis des fois, ça ne sera pas toujours encore ou fini, ça va se ressembler, mais pour les parents, justement, ou les grands-parents ou l'éducatrice qui vont savoir que le geste veut dire ça, puis qu'on est dans le contexte où c'est opportun de le dire, par exemple à la collation, on va être capable là, de deviner que c'est ça qu'il veut nous dire avant de lancer son assiette par terre. Là, la fameuse assiette par terre. Tu te reconnais, Gab? On pensait que ce serait interminable, cette phase. C'est la gravité. Bon. On teste la gravité. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais des fois, tu as beau leur dire, tu me le dis, là, terminé, dis-les fini. On essayait fini, terminé, ça, puis c'était tout de suite automatique. Il faisait revoler l'assiette, puis je me disais, là, ça va durer combien de temps cette passe-là? Parce que pour vrai, c'est pas si longtemps que ça que c'est fini. Cette passe-là, il y a quand même 3 ans. Ouais, OK. Fait que là, j'étais comme là, on dirait que tu essayes, là, tu veux, là, t'es comme fini, terminé, plus fin, on essaye tous les mots, puis c'était juste poup. Mais c'est ça, il y a un déclic là, qui quand il est rendu à l'âge d'être capable de le ramasser. C'est ça, c'est exactement. Je pense à partir de ce moment-là, il l'a fait une fois, il a dit tu ramasses, puis je pense qu'il a fait ça. Oh mon Dieu, ça c'est drôle. Gab, as-tu d'autres questions ou je continue? Non, vas-y, j'ai déblatéré ça là, en début. Kev, tu voulais avoir la parole? Tu as l'air de faire ton rôle d'homme à la maison. Exact. Moi, je fais la ménage, je m'occupe des enfants, je fais le ménage. Je travaille pas. C'est ça. Non, je vous écoute, puis si j'ai des questions, je vais rebondir. Mais je trouve ça pertinent, mais je n'ai pas de questions en banque pour l'instant. D'accord. C'est bon. OK. Il me reste 3 questions, en fait, que j'avais. Donc,
troisième avant-dernière, deuxième avant-dernière en fait. C'est quoi les prérequis essentiels pour qu'un enfant puisse commencer à communiquer? Ouais, communiquer. C'est vraiment intéressant. Souvent, on va associer le langage au fait que mon enfant parle. Mais le langage, c'est tellement plus que d'attendre un message verbal de notre enfant. L'apprentissage du langage, c'est vraiment à la base dans la communication, le fait d'être capable de communiquer avec les gens qui m'entourent. Selon les écoles de pensée, là, il y a différents nombres de préalables. Moi, personnellement, de la façon que j'ai été formée, je travaille avec 8 préalables. Sont dans la présentation, là, si on veut avoir le détail plus spécifiquement, mais c'est tout ce qui touche les habiletés vraiment qu'on va aller développer presque dès la naissance. Là. Donc, le contact visuel, là, le troisième trimestre, là, le fait que l'enfant soit capable de nous regarder, ça fait partie parce que si on va être capable d'avoir une conversation, il faut se regarder dans les yeux. Hein, parce que souvent, les enfants qui ont d'autres particularités, bien, on va essayer d'aller travailler ça avec eux aussi. Je pense aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Bien, ce ne sera pas quelque chose qui va être inné chez eux, donc on va aller essayer de le développer aussi, le contact visuel. L'attention conjointe, parmi les 8 aussi, on a l'attention conjointe. Donc, c'est-à-dire d'être capable de parler d'un sujet en commun, donc d'être capable de porter notre attention conjointement sur autre chose. Si on peut voir que l'enfant qui n'a pas atteint l'attention conjointe, par exemple, c'est si on pointe quelque chose puis l'enfant regarde notre doigt, bien là, clairement, on peut travailler l'attention conjointe parce que si on pointe, on veut qu'il observe l'objet qu'on pointe. Où est-ce qu'on pointe? C'est ça, exactement. Donc, ça fait partie d'un des préalables aussi. Là. Ouais. OK. Fait que donc, ça fait partie d'une autre question que j'avais, mais je pense que tu as un peu répondu. Là. Je ne sais pas si j'ai bien cerné la réponse de ça, mais si un enfant qui ne regarde pas vraiment dans les yeux, là, les gens, qui a de la misère à vraiment comment regarder dans les yeux quand on lui parle ou quand il parle, est-ce que ça, c'est un obstacle au développement du langage, donc? Oui, Ouais, hein? vraiment. OK. Puis, on veut aussi que l'enfant regarde, oui, les yeux pour établir une communication, mais aussi la bouche, parce qu'on a plein d'indices de comment placer notre bouche pour faire les sons. Donc, par exemple, le c'est la lèvre la langue qui lève près de la langue pour faire le son L. Donc, l'enfant a plein d'indices aussi au niveau du positionnement de la bouche pour bien formuler ses sons. Donc, ça fait partie d'un tout, là. Puis, tu sais, il y en a tellement des enfants, par exemple, qui ne regardent pas, là, tu sais, qui sont un peu hyperactifs, là, que tu parles, puis ils font juste comme la gigotte, tout ça. Puis, tu sais, on en a un, nous, dans notre famille, qui est comme ça. Puis, des fois, je suis comme, mais là, tu sais, j'y prends, tu sais, pas, mais tu sais, je le prends, je suis comme, regarde-moi, là. Mais c'est, tu sais, puis il y en a tellement que c'est tough d'avoir leur attention, puis qui focus, là, quand que, tu sais, c'est tough. Je trouve que ça, c'est le bout tough, tu sais, de les avoir vraiment concentrés sur regarde-moi quand je communique quelque chose. Là. C'est sûr que là, si on a d'autres enjeux attentionnels aussi, ça peut être quelque chose qui est difficile, qui ne freinera pas nécessairement le langage parce que on a une raison qui explique. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pointer notre bouche quand on le fait pour que justement l'enfant ait son attention. On peut prendre un petit jouet aussi, là, les fameuses toupies qui allument, là, essayer de porter l'attention, on arrête la lumière pour que l'enfant regarde. Je veux dire, quand on est en intervention, là, je ne te vois pas faire ça nécessairement avec ton neveu ou le petit garçon de ta famille. Là. Mais si c'est quelque chose qu'on veut aller travailler avec notre enfant, ça peut être une façon de le faire. Là. De le captiver. Ben, ça me fait penser, puis là, je ne veux pas faire peur aux gens qui vont écouter ça, là, mais ça me fait penser, ma cousine, dans le fond, son petit garçon, depuis qu'il était tout petit, tu sais, dans les parties de famille, mettons, quand on se voyait tout le monde ensemble, il s'appelle Aiden, puis on l'appelait tout le temps par son prénom quand on y parlait, puis tout ça, puis c'est 2, 3, 4, 5 ans, à chaque fois, il nous regardait jamais. Fait qu'on était comme, ouais, on commençait qu'ils ne nous regardent pas, tu sais, puis il répondait quelques mots, mais tu sais, sans plus, pour finalement se rendre compte, comme à l'âge de genre 5 ans, que justement, il avait une surdité quand même sévère. Fait que c'est pour ça qu'il n'entendait pas, puis du moment, puis qu'il n'avait pas développé son langage, puis tout le monde était comme, ouais, c'est un retard de langage ou quelque chose, tu sais, parce que autre que ça, il pouvait, tu sais, s'il n'avait pas passé le test, puis ça, il ne savait pas. Puis quand ils ont finalement, en tout cas, ils ont passé une batterie de test et tout pour se rendre compte qu'il avait une surdité, puis quand il a eu ses appareils, il a développé son langage comme ça, tu sais.
Fait que, C'est puis là, il souvent, regardait le monde, puis tout ça, là, mais c'est qu'il entendait pas. Fait que, tu sais, il détournait jamais sa tête ou son attention ou son regard, là. c'est souvent une des premières étapes. Tu sais, les enfants, les parents qui vont parler, par exemple, au pédiatre ou au médecin de famille, ben, les médecins vont souvent référer en audiologie d'abord, avant même d'aller en orthophonie, juste pour vérifier l'audition, si tout est beau. Puis les enfants aussi qui ont des tubes, donc qui ont fait des otites à répétition, Ah ouais. ça fait un peu comme s'ils avaient la tête en dessous de l'eau, là, donc ils ne peuvent pas comprendre autant les sons, donc ils ont de la difficulté à les exprimer après. Donc, souvent, on va voir les enfants qui ont eu le mot scientifique des tubes m'échappe, là, mais qui ont eu l'installation des tubes. Après, là, ça va développer, là, il va y avoir une grande progression souvent là, quand c'est une des causes là, du retard de langage, en fait. Là. Ouais, les enfants vont rattraper souvent le retard qui a été accumulé. Là. Ouais, ouais, après ça, c'était le jour et la nuit, là, tu sais, on comprenait même pas qu'il parlait aussi bien, là, par après, là, tu sais, puis que la veille, quasiment, il parlait presque pas, là, tu sais. Fait que, Au ouais. petit, tout ce temps-là. Tu sais, c'était pas de sa faute, Ouais. c'est juste qu'il entendait pas Ouais, bien. ouais, c'était pas de sa faute. Puis, tu sais, à cette heure, il est super, il fonctionne super bien. Puis, tu sais, il a rattrapé la norme et tout, là. Fait que, ça va super bien. Fait que, tu sais, c'est important, même, je pense, des fois, avant l'école, si on n'est pas allé d'aller faire vérifier, un peu Ouais, comme c'est on ça fait qu'on du a dit. l'optométriste aussi, hein, tu sais, l'examen de la Ouais. vue avant la rentrée, mais on peut aussi aller faire vérifier les oreilles. Là. Il y a des cliniques qui le font, des fois, c'est couvert par les assurances. Fait que ça peut faire partie de nos démarches là, avant l'entrée à l'école. Là, ouais. Ouais. Bon plan. Bon plan, bon plan. Dernière question que j'ai, puis c'est bon, il reste à peu près 10 minutes. Question super technique, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas nécessairement. C'est quoi la différence entre une orthopédagogue, une orthophoniste et une éducatrice spécialisée? Moi, c'est surtout l'éducatrice spécialisée, orthopédagogue, mais là, il y a l'orthophoniste aussi là-dedans. L'orthophoniste, comme je le disais déjà au début de la rencontre, c'est vraiment les spécialistes là, qu'on va voir pour l'évaluation du diagnostic, qui est vraiment la spécialiste du langage, qui va même aussi, qui peut même intervenir au niveau de la déglutition. Donc, les orthophonistes vont vraiment travailler avec des clientèles allant des jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées, par exemple, des gens qui ont eu un AVC, qui vont perdre l'usage de la parole pour réhabiliter. Donc, c'est vraiment au niveau, il y a un volet très santé à l'orthophonie qui est la façon de positionner la bouche et la mâchoire et tout ça. Donc, c'est vraiment spécifique. L'agente, je l'ai expliqué un peu ce que ça fait de différent. Mais j'ai L'orthopédagogue. le goût d'ajouter, je te coupe parce que j'ai le goût d'ajouter vu qu'on vient d'en parler, l'audiologiste. Fait que dans le fond, orthophoniste, vraiment tout ce qui est les sons, puis vraiment plus au niveau mécanique buccale et tout ça. La Puis déglutition. l'audiologiste, vraiment plus tout ce qui est audition. Exactement. Au niveau de l'ouïe, oui, vraiment. Donc, OK. souvent, ils sont dans le même ordre. Hein? Donc, c'est l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Québec. Quand on va visiter là, sur le site Internet, ils ont regroupé leur ordre ensemble. Donc, ils travaillent vraiment aussi de pair, là, les audiologistes et les orthophonistes. Là. Ouais. Pour ce qui est de l'orthopédagogie, on est vraiment au niveau des apprentissages scolaires. Donc, on est vraiment 5 ans et il y en a même des fois au cégep pour aller dépister les troubles d'apprentissage des orthopédagogues. J'ai-tu dit orthophoniste? Je pense que j'ai dit orthophoniste. Non, orthopédagogue. Je Non, sais je suis pas. correcte? Moi, OK. j'avais orthopédagogue là, dans ma Je me tête. suis peut-être trompée. Orthopédagogue, donc vraiment au niveau des apprentissages, donc tout ce qui concerne dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles d'apprentissage. Elles ne peuvent pas diagnostiquer, je dis elles, mais ils aussi, les orthopédagogues ne peuvent pas diagnostiquer, donc ce sont souvent des neuropsychologues ou des orthophonistes qui vont aller diagnostiquer les troubles d'apprentissage parce que le trouble... Mais elles peuvent faire des recommandations. Les orthopédagogues? Oui. Oui. Oui, on Bon, peut faire des merci. On recommandations, va mais mettre on ça au peut pas... clair, là. Les Oui, orthopédagogues peuvent faire des recommandations. oui, on peut faire des C'est bon. recommandations, on peut intégrer les outils technologiques quand c'est difficile, mais on ne peut pas poser de diagnostic comme orthopédagogue. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va aller voir les orthophonistes. J'oubliais tantôt de dire qu'ils ont aussi le volet, tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, troubles d'apprentissage. Les orthophonistes aussi peuvent aller OK. évaluer le trouble de langage écrit, en fait. Donc, c'est un trouble de OK. langage, mais qui est écrit à ce moment-là.
Donc, on travaille conjointement avec les orthophonistes en tant qu'orthopédagogue aussi. C'est autant en français qu'en mathématiques. Donc, souvent, les parents vont dire « Ah oui, en français », mais en maths aussi, l'orthopédagogie, dans toutes les matières, on peut travailler avec l'organisation aussi des tâches. Donc, ça peut toucher des fois les sciences ou ça peut toucher l'histoire parce qu'il y a de la lecture partout aussi. Donc, on peut aller travailler là, dans toutes les matières avec les élèves. Ouais. Puis, éducatrice spécialisée, c'est d'ailleurs la semaine de l'éducation spécialisée, si je ne me trompe pas, cette semaine. Ouais. Puis, je voyais quelque chose, je voyais une photo qui disait « Je fais tout, moi ici, je fais tout. » Une éducatrice spécialisée, ça a beaucoup de tâches connexes, je dirais. Donc, on parle autant au niveau de gestion des émotions, au niveau d'organisation, au niveau de la routine, au niveau des conflits. Si je pense à une éducatrice en scolaire, là, son mandat il est quand même assez large, allant de l'accompagnement au quotidien jusqu'à même soutenir des fois dans les travaux scolaires, pas nécessairement de rééduquer les notions, mais juste d'être là en soutien à l'élève qui peut, par exemple, être anxieux ou être démotivé. Donc, on a vraiment là, une panoplie de clientèle là aussi. Ça peut être autant les enfants en bas âge que les personnes âgées, que les femmes en situation de violence conjugale, autant que les hommes qui ont des difficultés de gestion d'émotions, par exemple. Fait qu'on va retrouver des éducateurs spécialisés là, dans plusieurs domaines qui vont aider l'humain à s'adapter en fonction du déséquilibre qu'il vit là, dans sa vie. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment vaste aussi comme métier. Là. Ouais. Pour ma part, je me sers de mon bagage en éducation spécialisée pour accompagner justement les élèves souvent, ça vient avec des difficultés d'estime de soi quand on a des difficultés d'apprentissage. Donc, je m'en sers justement pour aller essayer de solidifier ça ou de démontrer à l'enfant qu'il n'est pas sa note ou il n'est pas le résultat sur son bulletin. Là. Donc, c'est des interventions qu'on peut faire par la bande aussi. Là. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est le volet un petit peu plus psychologique de tout ça? Oui, plus psychosocial, là, oui. Ouais. Vraiment. Puis, il est vraiment important dans l'approche, je trouve, aussi avec les parents. Cette approche psychosociale-là, de comprendre ce que l'enfant vit, d'être capable de mettre des mots aussi, c'est important, je pense, dans le développement puis le parcours de l'enfant, de dire, bon, bien, c'est quoi la dyslexie? Pourquoi j'ai ça? Ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas intelligent ou quoi que ce soit. Donc, moins bon. C'est ça. Tout ce volet-là est super important aussi, je pense, là, parce qu'après ça vient jouer sur la motivation puis sur le sentiment de compétence puis d'efficacité dans ces tâches scolaires. Là. Ouais. Et ainsi sur le décrochage scolaire. Voilà. Voilà. Bon, ben, Gab, Kev, vous n'avez pas d'autres choses à ajouter? Non, moi, ça fait le tour de... Moi, je suis satisfaite de toutes mes réponses. Ça marche. On a couvert beaucoup de sujets quand même. Moi, je suis comme arrivé un peu tard, là, fait que si la question a déjà été posée, je m'en excuse. Mais je me demandais par rapport au langage qui n'est pas clair. Je pense que je l'ai posé, mais Parle, ouais, hein? de celle-là des lois ou du tien, là? Du mien en ce moment, mais je parlais des lois. Mais justement, à partir de quand, en fait, à partir de quand n'importe qui ne connaît pas l'enfant est supposé le comprendre? T'as-tu posé cette question-là? Non, mais c'est une bonne question. Ouais. Ben non, c'était pas clair de même, en tout cas, comme question. Non, je ne l'avais pas posé de cette forme-là, mais on comprend que notre enfant, il n'y a pas grand monde qui le comprend. C'est ça. Là, il vient tout juste d'avoir 3 ans, puis ce que je disais à maman, c'est que c'est pas couteau couteau, qu'il se lève le matin, il y a 3 ans, il faut que 75% des gens le comprennent, même les inconnus. Donc, ça, c'est le barème que vers 3 ans, on veut que 75% des inconnus et des gens le comprennent. Comme dans n'importe quoi, c'est un barème, fait que c'est variable. Puis, à quel moment aussi? Est-ce que quand il est plus fatigué, c'est plus difficile? Est-ce que c'est certaines personnes pour qui c'est plus difficile? Puis, ce que j'expliquais à maman aussi, c'est peut-être de valider avec l'éducatrice qu'il côtoie au quotidien, de dire
tu remarques ça aussi, tu sais, de ton côté. Mhm. Parce que si la personne ne le voit pas souvent, ça se peut que ce soit difficile de le comprendre. Tu sais. Mhm. Que ça OK. répond. Ouais, ça donne un guideline. Là. C'est ça que je me demandais, en fait. OK, merci. C'est bon. Puis il reste des sons qui demeurent difficiles là, jusqu'à l'entrée en maternelle. Fait que toutes les ch, j, ça peut être difficile. Les doubles consonnes comme travailler, on en parlait tantôt justement, ça peut rester difficile au niveau de la phonologie. Là, fait que l'important, je pense que c'est que l'enfant, ça ne le freine pas dans sa communication, puis un peu appliquer les stratégies peut-être pour qu'il ne vive pas trop de colère, là, de parfois comprendre. Là. Ouais, c'est surtout là l'enjeu, je pense. Fait que t'es d'accord avec moi qu'il n'y a pas 75% du monde qui le comprenne, que on est d'accord là-dessus? Il me semble qu'il n'est pas là. Mais il Je n'est pas ça. confirme que j'ai encore la misère à le comprendre. Fait que peut-être qu'en parlant autour de vous, puis en parlant aussi aux professionnels de la santé, il va peut-être vous diriger vers d'abord peut-être un test d'audiologie si vraiment c'est au niveau phonologique là, que c'est plus difficile. Puis après. Je trouvais ça drôle quand tu disais ça tantôt, Valérie, parce que souvent quand on dit des choses, je pense qu'il joue un peu à ça, là, mais souvent quand on dit des choses, il va dire Quoi? 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 Plein de fois, mais je suis comme non, t'as compris, là, arrête. OK. Puis là, il va. Je sais pas. C'est pour ça que le test d'audition, tu sais, des fois, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, il est sourd, puis il prononce moins bien parce qu'il ne m'entend pas bien prononcer, tu sais, mon articulation. Puis, tu sais, mais je trouve qu'il y a quand même une belle évolution depuis un petit bout de temps, là, tu sais, on passe vraiment dans « je comprends rien » à il y a des mots que c'est mieux articulé, c'est juste que c'est ça, on n'est pas aux 75% des gens qui comprennent, mettons. Mais on a eu des bons élèves. Ça allait rester à combien, mettons, Gab? Combien de pourcentage? Moi, je pense qu'il y a 55% des gens qui le comprennent. 55? 55? J'aurais dit 51,3. 55,8. Oui, parce que je pense qu'il y a un peu plus que la moitié, mais il n'est pas rendu. Mais ça fait son charme. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que des fois, il y a des enfants qui vont se développer vraiment rapidement au niveau moteur, puis qu'au niveau, par exemple, langagier. Il est très développé au niveau moteur, cet enfant-là. Tranquillement, tu sais, donc l'enfant, il ne développe pas toutes ses habiletés tout en même temps. C'est ça aussi là, qu'on peut garder là, en tête dans l'analyse de tout ça. Dans l'analyse. C'est bon. On a tout compris d'Éloi avec cette session de questions et réponses. Si on s'inquiète, on consulte, puis le pire le mieux qui va arriver, c'est que tout va être normal au niveau de l'audition et tout ça. Puis en tout cas, dans ma façon d'aborder les choses, je pense qu'on est toujours mieux d'aller valider quand ça nous préoccupe. Puis après, de savoir à quoi s'en tenir aussi. Là. Parfait. On va regarder l'évolution de ça. En termes de pourcentage. Bon, un gros merci, Val, pour ça. Fait que fallait répondre à vraiment beaucoup de questions pour les gens qui vont réécouter aussi. Là. On a eu des bonnes discussions. Merci d'avoir assisté, Gab et Kev. Merci. Puis je recite encore la source si vous avez besoin d'informations. L'Ordre des orthophonistes en ligne, c'est vraiment une belle mine d'or là, si vous avez des questionnements. Là, c'est des sources fiables puis validées aussi. Là. Des fois, on lit un peu partout, puis on n'est pas sûr, mais là, on est sûr que c'est la bonne information qu'on trouve. Parfait. Merci beaucoup. Gros merci. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bye. Bye.